Will you be quiet? Okay. Her kind. I have gone out, a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light, lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carving, shelves, closets, silks, innumerable goods. Fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots, survivor where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind. On en est donc là. Insomnie à 3h15 du matin, l'horloge remuant ses aiguilles comme une grenouille qui suit un cadran solaire secoué par une décharge électrique tous les quarts d'heure. Le travail des mots me tient éveillé. Je bois un verre de cacao, cette maman brune et chaude. J'aspire à une vie simple. Pourtant, chaque nuit, j'étends des poèmes dans une boîte allongée. C'est ma boîte d'immortalité, mon plan d'épargne, mon cercueil. Toute la nuit, des ailes sombres battent dans mon cœur. Chacune d'elles, un oiseau d'ambition. L'oiseau veut être lâché d'aussi haut que du pont de Tallahatchie. Il veut frotter une allumette et s'immoler. Il veut se poser dans la main de Michel-Ange et en ressortir peint sur un plafond. Il veut perforer le nid de frelons et en ressortir avec une nature divine. Il veut prendre du pain et du vin et créer un homme flottant béatement dans la mer des Caraïbes. Il veut être tenu serré comme une clé pour pouvoir libérer les mages. Il veut prendre congé parmi des étrangers en passant des bouts de son cœur, tels des amuse-gueules. Il veut mourir en changeant d'habit et foncer vers le soleil comme un diamant. Il veut, je veux. Oh Seigneur, cela ne suffirait-il pas de se contenter de boire du chocolat chaud? Il me faut un nouvel oiseau et une boîte d'immortalité neuve. Celle-ci contient assez de folie comme ça. Rêver les saints. Mère, visage de déesse étrange, penché sur ma réserve de lait, ce refuge délicat, je t'ai avalé. Tous mes besoins t'ont gobé comme un repas. Ce que tu as donné, je m'en souviens dans un rêve. Les bras aux taches de son qui me serrent, le rire planant au-dessus de mon bonnet en laine, les doigts ensanglantés attachant mes lacets, les seins qui pendent comme deux chauves-souris, puis fonçant sur moi et me domptant. Les seins que j'ai connus à minuit débordent désormais comme la mer en moi. Mère,
J'ai mis des abeilles dans ma bouche pour m'empêcher de manger. Mais cela ne t'a pas soulagé. À la fin, ils t'ont coupé les seins et du lait a coulé sur les mains du chirurgien qui les a serrés dans ses bras. Je les lui ai pris et les ai plantés. Je t'ai mis un verrou dessus. Mère, chair humaine morte, afin que tes grandes cloches, ces chers poneys blancs, continuent à galoper, où que tu sois. Le silence. Ma chambre est blanchie à la chaux, aussi blanche qu'une gare de campagne, et aussi silencieuse, plus blanche que des os de poulet délavés par le clair de lune, débris à l'état pur, aussi silencieux que le reste. Derrière moi, une statue blanche et des plantes blanches, poussant comme des vierges obscènes, expulsant leur langue caoutchouteuse, sans mot dire. Ma chevelure est celle qui est noire. Elle a brûlé dans le feu blanc et elle est devenue charbon de bois. Mes perles aussi sont noires. 20 globes oculaires émergeant du volcan, bien déformés. Je remplis la chambre avec les mots de mon stylo. Les mots coulent comme une fausse couche. Je lance des mots dans les airs et ils me reviennent comme des balles de squash. Pourtant, le silence est là, toujours le silence, comme une bouche de bébé béante. Le silence, c'est la mort. Il vient chaque jour avec son choc se percher sur mon épaule, un oiseau blanc, et picore les yeux noirs et le muscle rouge et vibrant de ma bouche. La silogomane. Le paresseux est comme un tas de crottins, celui qui l'a touché se secoue les mains. Ecclésiaste. Il y a là un truc que je dois acquérir et je creuse et creuse et les gens crèvent et les rats musqués flottent à reculons et s'ouvrent sous mes doigts comme des flocons de céréales et pourtant je dois creuser car il y a un truc là-dessous. Dans la pendule de ma nana, je l'ai cassée, j'ai eu tort. Je creusais déjà à l'époque, je devais trouver et briser et crac, l'aiguille s'est cassée comme un cure-dent et je n'ai rien appris. Je continue à creuser pour un truc là-dessous. Il y a le billet de 5 $ de ma sœur que j'ai déchiré car il n'était pas à moi, c'était un faux billet. Pas à moi, un truc là-dessous. Je creuse, je vais gagner un truc comme mon premier vélo, oscillant de droite et de gauche, mon premier numéro de funambule, une sauterelle volante, celle de l'allée sentant le moisi. C'était avant, bien avant, c'était ma première poupée dans laquelle l'eau est entrée et l'eau en est sortie. Bien avant, c'était la couche que je portais et donc la crasse là-dessous et ma mère qui m'a haï pour ça et moi qui me suis aimé pour ça, mais la haine a gagné, n'est-ce pas? La détestation a gagné, le dégoût a gagné et à cause de ça, je suis une silogomane qui accumule des mots. Je les garde en moi, bien qu'ils soient du crottin au crédieux. Je suis une creuseuse. Je ne suis pas une paresseuse. Pas vrai? Les dieux. Madame Sexton partit à la recherche des dieux. Elle commença à chercher dans les cieux, s'attendant à un immense ange blanc à l'entrejambe bleue. Personne. Elle chercha ensuite dans tous les livres savants et les caractères d'imprimerie lui crachèrent dessus. Personne. Elle fit un pèlerinage jusqu'au grand poète
et il lui rota à la figure. Personne. Elle pria dans toutes les églises du monde et elle s'est beaucoup cultivée. Personne. Elle se rendit à l'Atlantique, au Pacifique, car Dieu, sûrement, personne. Elle alla voir le Bouddha, le Brahma, les pyramides, et trouva des cartes postales immenses. Personne. Puis elle refit le voyage en sens inverse jusqu'à sa propre maison, et les dieux du monde étaient enfermés dans les toilettes. Enfin, s'écria-t-elle avant de verrouiller la porte. Photo de bébé. C'est au cœur du raisin que ce sourire gît. C'est dans le ruban d'adieu des cheveux que ce sourire gît. C'est dans le col romain de la robe que ce sourire gît. Quel sourire! Le sourire de mes 7 ans, piégé dans cette photographie peinte. À présent, elle se desquame, les années ont eu raison d'elle. Une espèce de lèpre à l'arrière-plan et dans les divers attributs. C'est comme un drapeau rongé ou un légume réfrigéré qui s'est gâté, criblé de moisissures. Je vieillis sans faire de bruit, au sein des ténèbres. Des ténèbres. Anne, qui étais-tu? J'ouvre la veine et les perles de mon sang roulent. J'ouvre la bouche et mes dents s'avancent telle une armée en furie. J'ouvre les yeux et ils tombent malades comme des chiens à cause de ce qu'ils ont vu. Je détache les cheveux et ils se désagrègent comme des moutons de poussière. J'ouvre la robe et je vois un enfant au dos voûté sur les lunettes des WC. Je suis accroupie là, bêtement assise. Je pousse et les laxatifs sortent comme de la glace, transformant l'ensemble du monde marron en sucrerie. Anne, qui étais-tu? Juste une fillette qui tentait de survivre. Jésus s'avançant. Quand Jésus s'avança dans le désert, il portait un homme sur son dos. En tout cas, ça avait la forme d'un homme. C'était peut-être un pêcheur au nez humide ou un boulanger aux yeux pleins de farine. L'homme paraissait mort, et pourtant il était intuable. Jésus porta beaucoup d'hommes, et pourtant il n'y avait qu'un seul homme, si tant est que c'était bien un homme. Là-bas dans le désert, toutes les feuilles tendaient leurs mains, mais Jésus poursuivit son chemin. Les abeilles lui proposèrent leur miel, mais Jésus poursuivit son chemin. Le sanglier s'arracha le cœur pour le lui offrir, mais Jésus poursuivit son chemin avec son lourd fardeau. Le diable s'approcha et lui donna un coup à la mâchoire, mais Jésus continua de marcher. Le diable fit bouger la terre comme un ascenseur, mais Jésus continua de marcher. Le diable bâtit une ville pleine de prostituées, chacune dans un petit lit d'ange, mais Jésus continua de marcher avec son fardeau. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus posa un pied après l'autre, et l'homme qu'il portait, si tant est que c'était bien un homme, devint de plus en plus lourd. Il portait tous les arbres du monde en un seul arbre. Il portait 40 lunes en une seule lune. Il portait toutes les bottes de tous les hommes du monde en une seule botte. Il portait notre sang, un seul sang. Prier
Jésus le savait. C'était être un homme qui porte un homme. Ramer. Une histoire, laisse-la aller, laisse-la venir. Je fus estampillé comme le garde-boue d'une Plymouth à mon arrivée en ce monde. D'abord vint le berceau, avec ses barreaux glacés, puis les poupées et la dévotion à leur bouche en plastique. Puis il y eut l'école, les petites rangées bien droites de chaises, les sempiternels pâtés en écrivant mon nom. Mais la tête toujours ailleurs, une étrangère au coude en panne. Puis il y a eu la vie, avec ses maisons cruelles et les gens qui se touchaient rarement, alors que le toucher, c'est tout. Mais je grandis, comme un porc dans un impair. Je grandis. Puis il y eut de nombreuses apparitions bizarres. La pluie agaçante, le soleil se transformant en poison et tout le reste, des scies labourant mon cœur. Mais je grandis. Et Dieu était là comme une île vers laquelle je n'avais pas encore ramé, ignorant toujours qui il était. Mes membres fonctionnaient et je grandis. Je portais des rubis et j'achetais des tomates. Et à présent, d'âge moyen, à peu près 19 ans d'âge mental, je rame. Bien que les tolets soient collants et rouillés et que la mer clignote et roule comme un œil inquiet, mais je rame. Bien que le vent me ramène, et je sais que cette île ne sera pas idéale, qu'elle aura les défauts de la vie, les aberrations d'une table de salle à manger, mais il y aura une porte, et je l'ouvrirai, et je me débarrasserai du rat en moi, le rat pestilentiel qui ronge. Dieu le prendra entre ses mains et le serrera dans ses bras. Comme le disent les Africains, c'est mon histoire que j'ai racontée. Qu'elle soit douce, qu'elle ne le soit pas, qu'elle s'en aille, qu'elle me revienne en partie, cette histoire se termine avec moi, qui rame encore. Le courage, c'est dans les petites choses qu'on le voit. Les premiers pas de l'enfant, aussi formidables qu'un tremblement de terre. La première fois qu'on fait du vélo, en avançant péniblement sur le trottoir. La première fessée, quand ton cœur est parti en vrille tout seul. Quand ils t'ont traité de pleurnicheuse, de misérable, de grosse ou de folle, et t'ont transformé en extraterrestre. Tu as bu leur acide et tu l'as caché. Plus tard, quand tu confrontais la mort des bombes et des balles, tu ne le faisais pas avec une banderole, mais uniquement avec un chapeau pour couvrir ton cœur. Tu ne caressais pas ta faiblesse, bien qu'elle se trouvait dedans. Ton courage était un petit morceau de charbon que tu n'avais de cesse d'avaler. Si ton ami te sauvait la vie, et ce faisant perdait la sienne, alors son courage n'était pas du courage, c'était de l'amour aussi simple que du savon à raser. Plus tard, quand tu endurais un grand désespoir, tu le supportais seul, recevant une transfusion du feu, arrachant les croûtes de ton cœur, puis l'essorant comme une chaussette. Ensuite, mon parent, tu as poudré ton chagrin, lui as massé le dos, puis tu l'as recouvert d'une couverture. Et après qu'il a dormi un peu, il s'est réveillé au contact des ailes des roses. Et il a été transformé. Plus tard, quand tu seras face à la vieillesse et à son issue naturelle,
Ton courage se manifestera encore dans des petites choses. Chaque printemps sera une épée que tu auras aiguisée. Ceux que tu aimes vivront baignés dans une fièvre d'amour. Et tu négocieras avec le calendrier. Et au dernier moment, quand la mort ouvrira la porte de derrière, tu chausseras tes pantoufles de laine et tu sortiras. Le poisson qui savait marcher. D'aussi loin que les huîtres et les algues nébuleuses, les larmes de Dieu, les marées blessantes, il s'en vint. Il devint chasseur de racines et respirait comme un homme. Il échevelait les herbes et se fit connaître du ciel. Je me tenais près de lui et j'observais tout. « Pardon, dit-il, mais vous avez bien des plongeurs, des hameçons et des filets. Alors, pourquoi ne pourrais-je pas entrer dans votre élément un moment, bien que ce soit étrange ici, étrangement difficile de se mouvoir. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de rythme dans ce pays de terre. » Et je lui dis, d'un pays que j'ai égaré, je me souviens de certaines choses. Mais la lumière de la cuisine me gêne. Pourtant, il y avait une danse quand je pétrissais la pâte à pain. Il y avait une chanson que ma mère chantait. Et le sel du ventre de Dieu, où j'ai flotté dans une tasse de ténèbres. Je me languis de ton pays, poisson. Le poisson répondit, tu es sûrement poète, une dame de mauvaise fortune. Tu désires être ce que tu n'es pas, en languissant d'un endroit que tu ne peux que visiter. Après Auschwitz, la colère, ce crochet inquiétant, me gagne. Chaque jour, chaque nazi a pris à 8 heures du matin un bébé et l'a fait frire dans sa poêle pour son petit déjeuner. Et la mort, le regard indifférent, cure ses ongles crasseux. L'homme est mauvais, je le dis tout haut. L'homme est une fleur à brûler, je le dis tout haut. L'homme est un oiseau taché de boue, je le dis tout haut. Et la mort, le regard indifférent, se gratte l'anus. L'homme, avec ses petits orteils roses et ses doigts divins, n'est pas un temple, mais des toilettes. Je le dis tout haut. Que l'homme ne puisse plus jamais lever sa tasse de thé. Que l'homme ne puisse plus jamais écrire un seul livre. Que l'homme ne puisse plus jamais enfiler ses chaussures. Que l'homme ne puisse plus jamais lever les yeux vers la douceur d'un seul ciel de juillet. Jamais. 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 Je dis ces choses tout haut. Je supplie le Seigneur de ne pas m'entendre. La pièce de théâtre. Je suis la seule comédienne. Il est difficile pour une seule femme de jouer tous les personnages. Cette pièce, c'est ma vie, mon spectacle solo. C'est ma poursuite des aiguilles de l'horloge, sans jamais réussir à les rattraper. Les aiguilles sont hors de vue, c'est-à-dire dans les coulisses. Tout ce que je fais sur scène, c'est courir, pour ne pas être à la traîne, sans jamais y arriver. Soudain, je cesse de courir. Ça fait un peu avancer l'intrigue. Je prononce des tirades par centaines, toutes des prières ou des soliloques. Je dis des choses absurdes telles que les œufs ne doivent pas se quereller avec les pierres, ou bien garde ton bras cassé à l'intérieur de ta manche, ou encore je me tiens bien droite mais mon ombre est toute tordue, et ainsi de suite. Tant de huées, de huées. Malgré ça, je poursuis jusqu'aux dernières lignes. Être sans Dieu, c'est être un serpent qui veut avaler un éléphant. Le rideau tombe.
Le public se précipite vers la sortie. La qualité du jeu d'actrice était nulle. Mais c'est parce que je suis la seule comédienne et qu'il n'y a que peu d'êtres humains dont la vie ferait une pièce intéressante. N'êtes-vous pas d'accord avec moi ? La traversée à la rame prit fin. J'amarre ma barque au ponton de l'île que l'on appelle Dieu. Ce ponton en forme de poisson et de nombreux bateaux sont amarrés à plusieurs pontons différents. C'est bon, me dis-je, avec des ampoules qui ont percé et guéri, ressuscitant sans arrêt. Et le sel se fixe sur mon visage et mes bras comme une pellicule de colle piquetée de grains de tapioca. Je déleste ma barque en bois de mon poids et me déverse dans la chair de l'île. « Allez, dit-il. » Et ainsi, accroupis sur les rochers au bord de la mer, nous avons joué, le croirez-vous, au poker. Il m'appelle. Je gagne car j'ai une quinte flush royale. Il gagne car il a 5 as. Un joker a été annoncé, mais je n'ai rien entendu, tellement j'étais sidéré quand il a sorti les cartes et les a distribuées, en assénant ses 5 as. Alors qu'assise là, je souris à ma flush royale. Il se met à rire, d'un rire qui roule hors de sa bouche tel un cerceau jusqu'à la mienne. Un rire qui le plie en deux et le fait basculer sur moi. Un rire comme un chœur de « Réjouissez-vous face à nos deux triomphes ». Puis je ris à mon tour. Le ponton poissonneux rit. La mer rit. L'île rit. L'absurde rit. Cher d'honneur, ma quinte flush royale en main. Je t'aime tant pour ton joker. Cet indomptable, éternel, viscéral, haha, et providentiel amour. Merci Dominique. Merci Dominique. Bonsoir, bienvenue à cette soirée consacrée à Anne Sexton, figure majeure de la poésie américaine du XXe siècle, que nous essayons de vous faire découvrir si vous ne l'avez jamais rencontrée ou de vous la faire rencontrer de nouveau, si vous avez déjà lu, entendu ses poèmes. Et cette soirée est à l'occasion de la sortie du 3e volume des poèmes de Anne Sexton, traduits par Sabine Wynne, aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Donc c'est le 3e volume. Le premier, c'était en 2022, et c'était « Tu vis ou tu meurs ». Le 2e en 2023, Transformation. Et voici le 3e en attendant le mois de juin pour les tout derniers poèmes. Alors je vous présente très rapidement, parce que je connais leur modestie, Sabine Wynne et Dominique Raymond. Sabine Wynne est poète et romancière. Elle a vécu dans de nombreux pays, dont l'Angleterre, les États-Unis, pas loin de là où vivait Anne Sexton. Elle a vécu également au Canada. Elle a obtenu un doctorat en linguistique et un post-doctorat en sociolinguistique. Elle a publié une 12aine de livres, dont un roman intitulé « Elvis à la radio », aux éditions Maurice Nadeau, qui a remporté en 2023 le prix de la littérature de l'exil et le prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie. Et elle a édité chez Ancrage, Bruno Doucet, Malmström, et elle est également traductrice, vous aurez compris, parce que non seulement elle a traduit l'intégralité de l'œuvre d'Anne Sexton, que les éditions des Femmes ont entrepris donc de publier
depuis 2022, mais elle a traduit, je crois, une trentaine de livres, et essentiellement de l'anglais et de l'américain en français, et surtout des livres de poésie. Et enfin, elle est en train actuellement d'écrire son 3e roman avec le soutien d'une bourse à la création du CNL. Ça devient de plus en plus rare. Et quant à Dominique Raymond, alors là, je vais aller très vite parce que je sais qu'elle ne supporte pas que je dise qu'elle est une immense comédienne. Alors, je pourrais rappeler, mais vous le savez, qu'elle a commencé avec Antoine Vitesse, dont elle a été l'élève, et qu'elle a travaillé avec les plus grands metteurs en scène du théâtre, comme Michael Klaus Gruber, Sobel, Jean-Pierre Vincent, et qui encore Pascal Rambert, Brigitte Jacques Wajman, Yasmina Reza et Luc Bondy. Elle a même publié en 2014 ses journaux de répétition avec Klaus Michael Gruber et Antoine Vitesse, qui est un livre passionnant que tous les comédiens devraient lire, et les aspirants comédiennes et comédiens, et tous ceux qui aiment le texte, le théâtre, l'intelligence des textes. Et puis, bon, je passe sur tous les films, les réalisateurs avec qui elle a travaillé. Je vais plutôt aller aux 2 dernières apparitions de Dominique Raymond sur scène. Magnifique apparition, puisque tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on puisse tisser des fils entre ces 2 personnages féminins et Anne Sexton. Ces 2 pièces magnifiques, c'était L'amante anglaise de Marguerite Duras, dans une mise en scène d'Émilie Chariot, et la pièce du prix Nobel de littérature Yann Foss, qui s'intitule « Et jamais nous ne serons séparés », dans une mise en scène de Daniel Janto. 2 spectacles, je crois, qui vont être repris. Et donc à ne pas manquer, absolument à ne pas manquer. Et puis, pour terminer, parce qu'un peu d'autopromotion ne fait pas de mal, Dominique Raymond, c'est comme ça que nous nous sommes connus, en dehors d'un rapport spectatrice et comédienne. Et Dominique Raymond a enregistré pour la Bibliothèque des Voix, qui est la collection de livres audio de la maison d'édition des femmes Antoinette Fouque. Aucun de nous ne reviendra, de Charlotte Delbo, le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman, là aussi, on n'est pas loin des préoccupations de Anne Sexton. Et enfin, poème des Troubaïritz. Si vous aimez les troubadours, vous allez adorer les Troubaïritz, qui sont les femmes poètes de l'époque des troubadours. Voilà. Bon, pardon, j'étais un peu longue, mais je voulais quand même vous présenter Sabine et Dominique. Alors, je reviens un instant, Sabine, à l'extrait qu'on a vu au début. C'est un extrait d'un documentaire 1966 qui a été tourné chez Anne Sexton et où elle lit un poème, peut-être son poème le plus célèbre, qui en anglais s'intitule Her Kind, et vous avez traduit Sa pareille. Et c'est une sorte d'autoportrait, on peut dire, où elle évoque des figures de sorcières, de femmes en tout cas étranges, ostracisées, des femmes des marges, pour dire, avec ce vers qui revient, j'ai été sa pareille. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ce poème qui est une manière en tout cas une manière dont avec laquelle elle se présente? Oui, alors bonsoir. Donc le poème Her Kind, c'était déjà, oui, il est très important parce que c'est un poème, effectivement, elle parle d'une sorcière qui, la nuit tombée,
sort de sa grotte, la grotte où elle nourrit les lutins, et elle traverse les hameaux de banlieue désolés. Voilà, c'est comme ça un peu que Anne Sexton voyait la banlieue dans laquelle elle vivait. Et elle est très seule, cette femme, dans ce poème. Et elle est différente. Elle a bien conscience de sa différence des autres femmes. Elle dit qu'elle a 12 doigts, par exemple. Et elle est effectivement rejetée par tout le monde parce qu'elle a 12 doigts, parce qu'elle vit seule dans une grotte, parce qu'elle prépare des potions, parce que sa seule compagnie, ce sont des lutins. Et elle, dans cette grotte, elle a des objets. En fait, ce sont les objets de sa création. Et cette femme, c'est Anne Sexton, c'est la poète, c'est une créatrice. Et si on replace le poème dans le contexte de l'Amérique des années 50, 60, une Amérique très puritaine, et dans le contexte poétique, ça voulait dire qu'à l'époque, la poésie valable, en fait, n'était pas une poésie écrite par une femme, mais une poésie écrite par un homme blanc, de préférence professeur de littérature, etc. Donc voilà, et Anne Sexton, avec ce poème Her Kind, elle célèbre la poète femme qui, eh bien voilà, c'est une anomalie finalement. Anne Sexton se voyait comme une anomalie. Elle disait je suis une beatnik qui vit dans une ville de banlieue, dans une rue barbante. Mais je suis une poète beatnik. Donc il y a cette anomalie. C'est une poète très courageuse, très seule, dans une ville de banlieue cossue. Voilà. Donc à l'époque, peut-être aujourd'hui plus, j'espère, mais à l'époque c'était vraiment une anomalie. Et c'était le poème préféré d'Anne Sexton, et c'était toujours le premier poème qu'elle lisait quand elle faisait une performance. C'était le poème qui lui donnait du courage, et le poème qu'elle lisait pour se présenter, en fait, pour dire attention, je vous préviens, voilà, je suis ça pareil, je suis comme elle, je suis comme cette sorcière, c'est moi. Et maintenant, vous saurez à quoi vous en tenir quand vous entendrez mes poèmes. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. C'est ce qu'elle... Oui, elle ouvrait effectivement tous ces performances où elle était accompagnée d'ailleurs par un groupe de musiciens qu'elle avait réunis, et avec lequel groupe elle s'est produite sur scène pendant 3-4 ans. Le groupe s'appelait Her Kind. Et le groupe s'appelait Anne and Her Kind. Donc c'était vraiment, oui, c'est une sorte de manifeste au fond, ce poème que vous avez entendu au début. Alors, Sabine, je disais tout à l'heure, vous avez travaillé, étudié, vécu pas loin de cette banlieue dont parle Anne Sexton, où elle est née. Elle est née à Newton, elle a vécu ensuite avec son mari à Weston. Mais donc, bon, elle a changé de banlieue, mais c'est toujours les mêmes zones périurbaines, banlieue cossue. Alors, vous avez vécu là, et je sais que vous avez rencontré Anne Sexton. Je connais l'histoire, mais je suis sûre que tout le monde ici ne la connaît pas, de votre rencontre avec Anne Sexton, qui est un peu particulière. Oui, alors oui, j'ai vécu dans la banlieue de Boston, mais pas à Newton et Weston et Wellesley, où elle a grandi, elle est à l'école. D'ailleurs, Sylvia Plath elle-même a grandi à Wellesley, mais elles ne se connaissaient pas à l'époque, quand elles étaient petites. Mais donc, moi, j'ai vécu à Cambridge,
parce que, voilà, pour les études, le travail. Donc, au bord, il y a un fleuve, le fleuve Charles. Bon, je vivais pas loin du fleuve Charles, dans une résidence étudiante. Donc, c'était pas la banlieue huppée où vivait Sexton. Mais oui, un jour, en passant à Harvard Square, il y a la plus vieille librairie de poésie des États-Unis, qui s'appelle Grolier. Et je crois qu'elle date de 1927 ou 28, de l'année de naissance d'Anne Sexton, probablement. Elle existe toujours. Elle est minuscule. Et donc un jour, je suis passée devant et en vitrine, il y avait l'œuvre poétique complète d'Anne Sexton. Donc ce volume-là, qui a été réédité en fait. Donc il est ressorti en 1999 avec cette nouvelle photo. Avant, c'était une autre photo. Et donc, moi, j'ai vu ce portrait d'Anne Sexton assise par terre, les pieds nus dans ses sandales, et je suis tombée amoureuse de ses pieds. Et j'ai acheté le livre pour la photo d'Anne Sexton. Je voulais absolument avoir cette photo chez moi, voilà. Mais je ne connaissais pas du tout Anne Sexton. Je l'avais jamais lue. Et vous avez mis quelques années avant d'ouvrir le livre, de lire. Ouais. Enfin, comme quoi, les couvertures des livres, c'est quand même très important. ça pousse à acheter, peut-être pas à lire tout de suite, mais oui, j'ai mis plusieurs années, parce qu'au début, j'ai picoré un peu comme ça, mais je ne comprenais pas grand-chose, parce que j'étais trop jeune, je pense, à l'époque. Donc, Anne Sexton... attention, elle parlait de maternité, mais bon, d'avortement. Elle parlait de choses très crues. Donc, moi, j'étais trop jeune pour accrocher, en fait. Et j'ai mis longtemps à me replonger dedans. Et en fait, quand un texte me résiste, quand je ne le comprends pas, eh bien, au bout d'un moment, je vais finir par essayer de le traduire. C'est ma façon à moi de vous l'approprier. De le domestiquer un petit peu, de l'apprivoiser. Et c'est un peu... mais c'est pareil, en fait, quand il y a un poème que je ne comprends pas, ou un poème dont je tombe amoureuse, en fait, c'est un peu pareil. C'est l'incompréhension et tomber amoureux de quelqu'un ou d'un texte, c'est un peu la même chose en fait, parce qu'on est face à un mystère. Et donc, quand c'est le cas, j'aime bien essayer de percer le mystère en traduisant. Donc, petit à petit, j'ai commencé à traduire mes poèmes préférés, tout ça. Et puis... ensuite, donc là c'est bien des années plus tard, 20 ans plus tard, j'ai 2 recueils qui sont publiés, de poèmes qui sont publiés aux éditions Ancrage, et avec l'assistante de direction d'alors, une personne que j'aime beaucoup, on s'est dit, il va falloir publier Anne Sexton, on va faire un recueil de poèmes choisis, et comme Anne Sexton est morte à l'âge de 45 ans. Elle s'est ôté la vie à l'âge de 45 ans. On s'est dit, on va faire un recueil de 45 poèmes choisis. Donc, on a commencé à travailler. Et puis ensuite, il y a eu des soucis avec les droits, l'agence américaine, ils étaient très durs. Donc, on a dû laisser tomber. Et à ce moment-là, la Providence... je suis contactée par les éditions des femmes qui me demandent si je veux traduire Anne Sexton pour elles, et parce que Valérie Rousseau, la traductrice de Sylvia Plath, m'avait recommandé aux éditions quand on lui a demandé de traduire Anne Sexton. Elle avait dit, et merci à elle, elle avait dit mais Sabine a déjà commencé ce travail, et voilà. Et le reste est un conte de fées. Alors, vous avez déjà commencé un peu à parler de la vie, enfin, parler de
de la vie d'Anne Sexton est indispensable parce que sa vie est étroitement liée à son travail d'écriture. Alors c'est vrai pour pas mal d'écrivains et de poètes, mais dans son cas, vous allez voir, c'est encore plus important, même si il faut faire la part des choses et quand on la lit, de ce qui est réellement arrivé et de ce qui n'est pas arrivé. Mais bon, ça c'est un autre problème de la vérité dont on parlera. Enfin, donc, elle est née en 28, vous disiez, dans cette famille aisée, et elle a eu une enfance et une adolescence très, très perturbées, des grandes tensions familiales. Elle qui disait d'elle-même la non-désirée, l'erreur, c'est comme ça qu'elle se vivait. On ne sait pas si elle a subi ou pas des abus sexuels pendant son enfance. Il y a des personnages autour de cette famille ou dans cette famille, comme sa grande-tante qu'elle appelle Nana, qui s'appelle en fait Anne, et qui est un peu comme un double ou une complice, jusqu'au jour où elle sera internée. Et Anne Sexton, à ce moment-là, elle doit avoir 14 ans et elle voit le médecin psychiatre arriver et emporter dans une ambulance cette grande-tante à laquelle elle était très liée. Et ensuite, quand elle se marie, donc elle change de banlieue, mais elle continue de vivre dans ces... Comment dire, dans ces villes à côté des grandes villes qui résument peut-être tout le rêve américain dans ces années 50, 60, avec des femmes au foyer qui vivent dans un confort matériel, mais qui sont seules face au vide, face à leur solitude. Et Anne Sexton le dit très explicitement, j'ai été une victime du rêve américain, le rêve bourgeois, et j'aurais voulu avoir une petite partie de vie, me marier et avoir des enfants. C'est ce qu'elle va faire. Oui, alors, en fait, oui, les années 50, c'est l'Amérique d'après-guerre. Donc, c'est l'Amérique victorieuse. C'est la nation forte, voilà, puissante. Et en fait, ça reposait sur la famille, voilà, la famille soudée, la famille souriante, la maison, la voiture, tout ça. Et dans cette mentalité, ça faisait une nation puissante. Et Anne Sexton c'est une victime de ce... Enfin, Anne Sexton et toutes les autres femmes de sa génération étaient des victimes d'un modèle de ça. Oui, aussi... oui, d'un modèle imposé. Et aussi... il y avait ce très beau film... The Hours, vous l'avez vu ? Oui. Oui, voilà, vous vous souvenez de... voilà, exactement. Ce personnage qui doit préparer ce gâteau d'anniversaire, qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas faire un gâteau. Enfin, donc c'était un peu Anne Sexton, entre ces quatre murs, qui voulait bien faire, qui voulait être une bonne mère, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais bon, voilà, et une bonne épouse. Mais en même temps, Anne Sexton était une rebelle. D'accord, elle s'est mariée très tôt, mais elle s'est aussi mariée très tôt parce qu'elle était une rebelle. Elle s'est un peu mariée contre ses parents. Ils sont allés, avec Caillou, ils sont allés se marier, je ne sais plus, en Caroline du Nord, parce que l'âge légal du mariage n'était pas de 21 ans. Donc elle avait 20 ans. Donc elle s'est mariée tôt par rébellion, pas par conformisme,
par rébellion. Elle a eu des enfants très tôt aussi. Et c'est vrai qu'à l'âge de 26 ans, elle se retrouvait en banlieue, coincée dans cette maison avec 2 enfants en bas âge. Et alors que c'était une rebelle et une poète déjà, elle écrivait déjà depuis un moment. Et elle... qu'est-ce que je voulais dire Mais probablement que, enfin, je ne sais pas, elle écrivait déjà, mais elle a été sanctionnée par sa mère parce que sa mère l'a accusée de plagiat, donc c'était plié. Elle n'a plus jamais écrit un poème pendant 10 ans. Et c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Ou l'autre chose que, en vous écoutant, me venait en tête, c'est le fait que elle a été mère donc de 2 filles assez proches en âge, et elle est tombée. Il y a eu un effondrement psychique après la naissance de la 2e fille, et qui à l'époque parlait de la dépression postpartum. Enfin, peut-être dans je ne sais pas, peut-être dans un cabinet de médecins, peut-être. Oui. Mais donc, c'est ça. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique suite à cette dépression et à la tentative de suicide. Et on est en 1956. Et ce que je voulais dire, en fait, qui m'était sorti de l'esprit, c'était que Anne Sexton était une femme très ambitieuse. Donc, femme au foyer, tout ça, mais elle était très ambitieuse et elle l'a révélé pleinement quand elle a commencé. Donc, elle a suivi des cours de poésie, tout ça, et elle a commencé à publier en revue. Et là, on a vu combien elle était ambitieuse, parce qu'à l'époque, quand on était poète, c'était une carrière, c'était un travail, parce qu'on était payé, on était très bien payé à l'époque. Quand on publiait en revue, on gagnait entre 2 et 10 $ par vers, ce qui est énorme. Donc, le prix de Pulitzer, à l'époque, c'était 1 000 $, ça équivaut à 10 000 $ de nos jours. Donc, c'était vraiment une carrière, c'était vraiment un métier. Et quand elle s'est lancée dans cette carrière, elle était très ambitieuse et elle n'envoyait ses poèmes qu'aux meilleures revues. Dès qu'elle avait une lettre de refus, hop, elle envoyait le poème à une autre revue. Donc, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et puis par rapport à son entrée dans l'écriture, oui, à 16 ans, elle a commencé à publier à l'âge de 16 ans, en fait, dans le journal de son lycée. Et sa mère a dit qu'elle avait plagié Sarah Teasdale, donc elle n'a pas écrit ensuite pendant 10 ans. Mais donc à l'âge de 26 ans, donc mère de 2 jeunes enfants, en dépression, après déjà des tentatives de suicide, après des hospitalisations, puisque à l'époque, effectivement, comme tu disais, Francesca, la dépression postpartum, personne ne savait ce que c'était. Et donc tout de suite, c'était dès que une femme n'allait pas bien, se mettait à pleurer, c'était l'hôpital psychiatrique et les électrochocs. Donc il faut savoir ça aussi, ce système tellement horrible pour les femmes à l'époque, et personne n'y échappait, qu'on soit riche ou pauvre. Et donc, Anne Sexton se retrouve à 26 ans dans son salon, devant la télévision, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit le professeur I.A. Richards, professeur de théorie littéraire, qui, à l'époque, ça c'était assez... c'était formidable, je trouve. Donc, la télévision américaine, il y avait des cours sur la forme sonnet. Voilà, en fait, c'est Richards, il était... lui... Il aimait bien la télé, il pensait, mais ok, la télé pour divertir, c'est bien, mais on peut aussi se servir de ce médium pour instruire la populace, le peuple. Et donc chaque semaine, il donnait des cours de poésie et d'anglais aussi à la télé. Et un jour, Anne Sexton tombe sur le cours sur le sonnet, et elle est tout de suite subjuguée, et elle va, je ne sais plus, passer 3 mois à écrire un sonnet par jour.
Et elle va apporter ses poèmes, elle en parle à son psychiatre, elle lui apporte les poèmes, et lui voit une porte de sortie pour elle, et il l'encourage à écrire ce qu'elle ressentait, en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, elle est sortie pas sortie tout à fait de cette dépression, parce qu'elle n'a pas arrêté de replonger, etc. Mais bon, elle a quand même dit dans une lettre à un poète qu'elle admirait, Snodgrass, elle lui a dit la poésie m'a sauvé la vie. Alors, un mot sur ce Dr. Martin Horn. Je me suis rendu compte, là, tout récemment, je n'avais pas réalisé en lisant la première fois, qu'ils avaient le même âge. Son psychiatre avait 27 ans comme elle. Et elle tombe amoureuse, évidemment, de son psychothérapeute. Ce qui est peut-être un peu catastrophique. Lequel psychothérapeute, psychiatre, quand il encourage Anne Sexton à écrire, il encourage vraiment, et cette fois-ci même la mère trouve que c'est bien ce qu'elle écrit, je ferme la parenthèse, il encourage et il pense, c'est sûrement, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sûrement dans une visée thérapeutique. Ça va lui faire du bien d'écrire, ça va libérer sa parole, etc. Mais peut-être qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il déclenchait là. Parce que comme tu le disais, Sabine, elle l'a dit, effectivement, la poésie m'a sauvée, et la poésie l'a sauvée pendant jusqu'au moment où ce n'était plus possible. Et ça, c'est quand même incroyable de se dire que écrire pour elle, c'était véritablement une affaire de vie ou de mort, que c'est pas simplement une image, et de dire que, et de penser que qu'il fallait, comment dire, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup d'endurance pour écrire, et beaucoup de vitalité. Parce qu'au fond, dans ce que vous avez entendu dans la lecture, vous rendez compte de ce qu'il y a de très dur, de très cru, de très direct, et peut-être de plus en plus direct dans ces derniers poèmes. Mais en même temps, ce jeu de massacre, c'est au nom de la vie qu'elle le fait. Oui, bien sûr. C'est... de toute façon, il ne faut pas croire... Enfin, voilà... Il y a toujours cette aura des poètes suicidés, les poètes maudits, Gérard de Nerval, Sylvia Plath, Anne Sexton, John Berryman, voilà. Et on croit que, enfin, on croit. Moi, je crois pas, mais certaines personnes croient que ces poètes-là, que ces personnes-là sont, c'est pas des gens drôles, mais en fait, et que ce sont des personnes qui n'aiment pas la vie. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Et leur grande souffrance dans la vie, c'est justement parce qu'ils aiment tellement la vie. Mais il y a quelque chose, je pense, dans le cerveau, ça doit être chimique, qui les empêche de vivre leur vie comme ils le devraient, quoi. Donc, voilà. Donc, la poésie, pour Anne Sexton, c'est vraiment une manifestation de la vie. Mais donc... on parlait de sa psychothérapie. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu. Donc, il y a ce cours sur le sonnet de A.A. Richards. Il y a en même temps le psychiatre. Et il y a aussi, donc là, on est à la fin des années 50. Anne Sexton, après avoir publié dans
pas mal de très bonnes revues littéraires. Elle commence à fréquenter des ateliers d'écriture, de poésie. Elle s'inscrit à des cours de poésie, au cours de John Holmes à l'université de Boston, ensuite au cours de Robert Law aussi. Et donc, tous ces gens-là, et c'est dans le cours de Robert Law qu'elle rencontre Sylvia Plath, et tous ces gens-là, Law, Snodgrass, Starbucks, tout ça, ce sont vraiment les pionniers de la poésie confessionnelle. Donc, et Anne Sexton fait partie aussi de ce mouvement à ce moment-là. Ils commencent tous ensemble, ils écrivent tous de façon différente et ils vont tous se rejoindre en fait, dans ce courant de la poésie confessionnelle. Ils vont tous s'influencer mutuellement. Parce que dans les cours de Robert Law, ils lisaient leurs poèmes et le prof les faisait travailler ensemble. Et c'est là que Plath et Sexton ont fait connaissance, en fait. Au début, elles se regardaient en chien de faïence et elles étaient tellement différentes. Plath était vraiment stricte avec son chemisier fermé jusque-là et son bandeau dans les cheveux et tout droite sur sa chaise. Elle arrivait en avance au cours, elle avait tous ses livres, elle avait déjà tout préparé. Elle était très méfiante, comme ça, Et Anne Sexton arrivait en retard avec ses robes, ses bracelets qui faisaient plein de bruit, sa grande voix. Elle était très expressive, très expansive, très, très vivante. Et ses cigarettes et ses talons et tout. Et en fait, au début, elles ne s'aimaient pas trop. Et quand elles ont commencé à travailler leurs poèmes ensemble, leur amitié s'est développée, mais surtout parce qu'elles se sont aidées mutuellement, en fait, dans l'écriture. Parce que Plath était très, très rigoriste comme ça et très formaliste. Et en fait, Plath était très influencée par les classiques. La poésie classique masculine, en fait, finalement. C'était ses maîtres, et puis tout ce qui était grec, et tout ce qui était... Et elle avait peur du réel, Plath. Et quand Plath écrivait encore, je sais pas, sur les tritons et je sais pas, et les centaures et la galaxie, Sexton... Elle écrivait déjà sur la masturbation. Et donc, elles se sont influencées. Sexton n'avait aucune formation donc formelle. Plath, elle est allée à Cambridge, elle est allée, etc. Son mari, c'était quand même Ted Hughes. Donc, elle était vraiment bien implantée dans le milieu. Et cependant, quand elles se sont rencontrées, Plath n'avait jamais publié et Sexton avait déjà énormément publié. Donc c'est très drôle en fait. Et elle s'influence. La poésie de Sexton libère celle de Plath et la poésie de Sylvia Plath apprend à Sexton à utiliser des procédés poétiques et stylistiques pour porter sa voix en fait. Oui, en fait c'est plutôt une circulation de sensibilité et puis d'expérience, peut-être assez semblable entre ces deux femmes, ces deux poètes. Et puis cette histoire d'influence de qui a été le premier est très très complexe, parce que même le chef de file de ce mouvement qu'on a appelé le confessionnalisme, et qui en fait c'est une écriture de soi, sur soi, enfin très intime, en gros ce qu'autrefois on aurait écrit dans son journal fermé à clé. Vous savez, tous les drames qui existent dans la littérature et dans le cinéma, parce qu'on a ouvert, et puis dans les familles, parce qu'on ouvre le journal de quelqu'un. Donc tout ce qu'on aurait ou confié à un journal, ou si on est croyant à son confesseur, ou si on est en analyse à son analyste, mais la différence c'est que là c'est rendu public, c'est publié, et c'est ce qui fait la matière même de la poésie dite confessionnaliste. Et donc même, oui c'est ça que je voulais dire, même le chef de file, Robert Lowell, mais finalement on ne sait pas, parce que
si c'est lui qui a un peu été inspiré, enfin un peu pompé dans la poésie d'Anne Sexton, puisque elle lui avait envoyé des poèmes qu'il trouve très bien. Et, enfin bon, on va pas faire des ragots là. Non, mais ils se sont influencés mutuellement et c'est oui. très bien. Voilà, c'est ce que vous disiez, c'est qu'en fait, alors après il y a des tas aussi d'anecdotes du style il paraît que quand Sylvia Plath et Anne Sexton sortaient des cours de Robert Lowell, elles allaient boire un martini et elles parlaient avec une intensité qu'elles partageaient absolument de sujets comme la mort, le suicide, etc. Donc bon, mais pour revenir, même dans ce courant confessionnel, elle est à part, finalement. C'est une étiquette un peu encombrante, dans laquelle elle se sent un peu à l'étroit. Elle a une manière, elle, d'être... non ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est... Bon, ok, donc on a parlé de Plath, mais Plath n'a publié qu'un album, c'est Ariel. Ok, Anne Sexton en a publié 8, et ensuite, il y a eu pas un album, pardon, un recueil. Elle aurait pu, un album. Voilà. Donc, Sexton aurait pu. Donc Sexton a publié quand même 8 recueils et ensuite elle en avait encore 2 ou 3 donc posthumes qui attendaient d'être publiés à sa mort. Donc Anne Sexton est quand même la poète confessionnelle la plus... En fait, c'est celle qui a vraiment influencé, elle a vraiment révolutionné, à mon avis, la poésie américaine. Parce que elle avait... En fait, sa poésie n'était pas féministe, mais en fait, elle était féministe. Enfin, comment dire ? Non, ou elle-même n'était pas féministe. Oui. Elle ne se proclamait pas comme féministe, mais en fait, par son mode de vie, par ses choix de vie, par ses choix de thématiques dans sa poésie, elle était ultra féministe et elle a inspiré des féministes comme Adrienne Rich, elle a inspiré Sharon Olds. Donc, elle a vraiment, Sexton, révolutionné la poésie américaine. Alors, vous avez fait allusion au thème que Anne Sexton introduit dans la poésie, des thèmes qui jusque-là n'avaient pas trouvé leur place parce que considérés antipoétiques et absolument inconvenants. La masturbation, vous avez dit, mais aussi l'avortement, le corps féminin dans sa jouissance, dans ses pathologies, les opérations chirurgicales subies par sa mère ou par elle-même, les règles, la folie aussi. Oui. Et puis, la question est que non seulement elle introduit ces sujets-là, qui étaient des sujets qui étaient considérés comme totalement apoétiques. Oui, apoétiques et tabous. Voilà. Mais je dirais en plus, ce qui fait que il y a une force, une intensité, une puissance extraordinaire dans ce qu'elle fait, c'est que d'abord c'est une femme qui le fait, c'est un regard féminin qui expose et qui aborde de manière très crue, très directe ces sujets-là. Et d'autre part, et ça, je pense que, enfin, à mes yeux, c'est la chose la plus importante, elle le fait en créant véritablement une langue, des rythmes, des sonorités, en introduisant un lexique, en combinant, en faisant des courts-circuits de mots, d'images, qui est vraiment le cœur de sa puissance poétique. Elle travaillait très dur, ces poèmes, Anne Sexton. Donc il ne faut pas croire que quand on dit poésie confessionnelle, ça veut dire... s'épancher. Voilà, il s'agit plus de poésie
que de mémoire, en fait, que de journal intime. Anne Sexton, elle pouvait retravailler le même poème 300 fois. Mais vraiment, vraiment. Donc, oui, il paraît que ces brouillons montrent ce travail oui, en acharné fait, elle commençait par même établir un schéma de rime déjà sur la feuille. Elle choisissait le schéma de rime qu'elle voulait et ensuite elle remplissait son canevas de rimes avec des vers. Donc la forme était très très importante pour elle. Et c'est de la poésie autobiographique, mais il y a beaucoup de fiction aussi dedans, parce que, enfin, vous l'avez entendu quand Dominique a lu, c'est surréaliste même. Oui, c'est les premiers recueils d'Anne Sexton, les 4 premiers recueils qui ont été publiés dans le volume Tu vis et tu meurs en 2022 aux éditions des Femmes. Pour moi, c'était des recueils, c'était un régal de traduction parce que la forme était tellement présente, les poèmes pratiquement de facture classique avec des rimes, donc c'était de vrais casse-têtes à traduire, mais en même temps plus c'est difficile, plus on apprécie. Et là, on voyait, l'art, quoi. L'art poétique. C'était vraiment... voilà. Oui, parce que... je reviens à ce que je disais, parce que si elle ne s'était limitée, d'une certaine manière, que à introduire dans la poésie des sujets tabous, c'était déjà un grand mérite de parler d'un point de vue de femme, mais ça n'aurait pas donné cette grande poésie qui est la sienne. Alors, moi, j'aimerais maintenant poser une question à Dominique, parce que je faisais allusion tout à l'heure à ces 2 derniers rôles que tu as interprétés, L'amante anglaise et Jamais nous ne serons séparés, de Jon Fosse, où les 2 personnages féminins sont des personnages traversés par des moments de folie, folie de basse intensité, de haute intensité. Parfois, c'est juste une fêlure. Et je me disais qu'il y avait quelque chose en commun avec Anne Sexton. Et je me demandais comment on approche cet état-là, c'est-à-dire quand on a une comédienne, quand sur une scène de théâtre, c'est avec tout ton corps, pour une lecture, il y a ton corps, évidemment, il y a ta voix, mais c'est essentiellement peut-être la voix. Et donc, mais comment on entre dans cet état-là, qui est un état, enfin, c'est une ligne de crête. C'est pas la folie, la grande scène de la folie. Enfin, avant toute chose, disons, je dirais qu'on est un peu comme des musiciens, des musiciennes. On joue d'un instrument, notre voix, pour n'importe quel texte. Il se trouve que les rôles les plus intéressants, évidemment, c'est ceux où il y a une fêlure, voire une folie même. Ça, c'est les rôles les plus intéressants et qui créent même une catharsis. C'est extraordinaire pour l'acteur qui n'a pas l'occasion dans la vie de montrer tous ces états extrêmes qu'il a en lui, évidemment, qu'on a en soi. Mais je dirais qu'on ne se met pas dans un état, mais comme un musicien, exactement comme un musicien, on va faire ses gammes, on lit le texte, on le relit, même sans rien comprendre au début. En général, on ne comprend pas ce qu'on lit tout de suite, mais progressivement, en le lisant, arrivent des fulgurances comme ça de compréhension qui sont très émouvantes parce que ça vient comme ça, malgré nous, quoi, pas par derrière. Et c'est assez fou comme sensation parce que ça peut durer longtemps avant qu'on tourne autour tout le temps. Enfin,
Mais en attendant, on ne perd pas son temps parce qu'on apprend son texte et on le travaille, on le lit, on le dit, etc. Pour Anne Sexton, c'est un petit peu différent parce que c'est très mental. Physiquement, je vois pas, je la situe pas physiquement. Alors qu'au théâtre, on situe assez physiquement tout de suite un mouvement, un corps qui se déplace et puis le texte par-dessus. Là, c'est vraiment le mental. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cet auteur que je ne connaissais pas, bien sûr, c'est ce côté brut, justement, court-circuit, comme vous disiez. C'est de l'art brut, quoi. Et il n'y a rien en trop. C'est vraiment une écrivaine, j'ai l'impression, qui écrit avec son sang. Avec son sang, elle met, comme on dit, sa peau sur la table. Et on voit bien quand est-ce que la peau y est ou pas, et quand est-ce que c'est écrit avec le sang ou pas. C'est ce que dit Mauvigny d'une façon très intéressante quand il parle de sauter en parachute. Des écrivains qui sautent en parachute et d'autres qui ne sautent pas en parachute, mais qui font des très belles choses. Bon, c'est pareil un peu dans tous les domaines. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'elle saute en parachute et elle y va, quoi. Elle exprime tout ça. Et il y a des choses qui sont extrêmement émouvantes en l'imaginant dans sa chambre toute seule à écrire tout ça. Et puis, effectivement, la condition de l'époque avec femme et enfants, avec mari et enfants. Et la difficulté de vivre avec ça, enfin nos mères l'ont vécu aussi. En fait, ma mère a le même âge que Anne Sexton. Et quand vous parliez d'elle, j'ai l'impression que vous parliez de ma mère des fois. Et c'est assez... enfin, on a de la chance d'être né après, quoi. Vraiment, on a de la chance d'être né après. Mais bon, c'est pas la question que vous me posiez. Une autre chose. Si, on a de la chance d'être né après. En même temps, je me dis que comment dire, Anne Sexton écrivait ces choses, luttait pour sa survie de femme il y a combien? Il y a plus de 60 ans. Et que peut-être ça nous semble... Enfin, maintenant, certaines choses, ça va de soi, y compris dans l'écriture. D'ailleurs, je parle aussi de l'écriture, hein, je parle aussi de la poésie. Il y a des choses, on pense que... Voilà, mais enfin, ça vient de loin. Je peux rebondir sur quelque chose que tu as dit, Dominique, quand tu as dit on l'imagine toute seule dans sa chambre en train d'écrire ça. En fait, non, elle n'était pas toute seule. Son bureau était dans le salon. Au milieu des enfants. Au milieu des enfants. Et il y avait des chiens aussi. Elle adorait les chiens. Et donc, il y avait des chiens. Et si c'était l'été, elle était en maillot de bain parce qu'elle adorait se faire bronzer. Donc non. Donc, pour ça, je reviens sur cette image-là du poète dépressif. Donc, d'une part, oui, elle souffrait de dépression, mais ça ne veut pas dire que c'était une personne déprimée. Enfin, voilà, elle vivait formidablement bien sa vie, enfin, aussi bien qu'elle le pouvait, et dans l'exubérance. Bon, je pense qu'on arrive malheureusement vers la fin de cette rencontre. Il nous resterait tellement de choses à dire. Par exemple, de l'évolution malgré tout qu'on peut constater dans son écriture, et puis sans doute un parallèle d'évolution dans sa vie, parce que Dominique parlait de ce côté très, très brut, très frontal, très primitif. Et on a l'impression que de plus en plus, enfin, moi j'ai eu l'impression en lisant les poèmes du 3e volume, donc les poèmes de la fin, sauf les tout derniers qu'on va pouvoir lire au mois de juin, et j'ai eu l'impression qu'elle était de plus en plus débridée, et de plus en plus libre, et de plus en plus peut-être désespérée. Oui, en fait, tu parles d'évolution de l'écriture. Oui, effectivement, au début, elle s'accrochait beaucoup à la forme quand elle a commencé à écrire, parce que la forme, c'était un garde-fou pour elle, en fait. Et ça lui permettait aussi de vraiment canaliser les émotions. En fait, tous les procédés stylistiques et structurels qu'elle utilisait lui permettaient de canaliser toutes ces émotions.
et donc de les maîtriser et un peu d'organiser le chaos en fait mental. Et donc voilà, c'était thérapeutique effectivement pour elle d'écrire des poèmes à ce moment-là. Et puis au fil des années, elle c'était oui plus direct en fait. Elle a privilégié l'émotion en fait sur la forme. Après, je sais pas ce qu'elle s'est dit. Enfin, moi je me dis, on laisse tomber les masques et voilà. Et puis, il y a aussi d'autres obsessions qui entrent dans son écriture. Celle qui reste, c'est comme toujours l'abus sexuel, l'inceste peut-être, les relations avec sa mère, catastrophiques. Mais en même temps, cette volonté qu'elle a toujours d'aller vers. Moi, je pense que si je devais trouver un mot pour parler d'elle, je dirais c'est quelqu'un qui va vers sa mère malgré les relations extrêmement difficiles, qui va vers ses filles dans ces relations justement d'une généalogie féminine qu'elle essaye de faire tenir. Elle va vers les autres. Elle est capable, oui, d'avoir des masques, y compris pour des objets, d'être un objet. Et ce mouvement est quelque chose de vital. Ce mouvement est le contraire, justement, de la dépression. Elle disait d'ailleurs que le but de la poésie, c'était to make people move, je crois, quelque chose comme ça, de faire bouger les gens, de bouger. Mais il y a d'autres sujets très, très sombres, très durs qui entrent, comme celui de l'Holocauste. Oui, en fait, dans presque tous ces recueils, il y a des allusions à l'Holocauste ou à Hitler, parce que pour elle, elle s'en servait comme la métaphore du mal absolu. Donc, quand elle parlait de choses absolument effroyables, elle comparait ça à l'Holocauste, à Hitler, aux nazis, ou quand elle parlait de choses qui lui étaient très difficiles aussi. Et ça, je crois que elle était influencée par deux poètes par rapport à cette thématique. L'une d'elles, sa meilleure amie, la poète Maxine Cumin, qui était juive, en fait, donc elles avaient de longues discussions sur le judaïsme, l'Holocauste, voilà. Et Sylvia Plath, parce que Plath, quand elle a écrit Daddy, par exemple, voilà, elle compare son père à un nazi, et oui, aussi, voilà. Et Sexton a repris ça, en fait, et à un moment, dans un poème de Sexton qui sera publié en juin, elle parle dans la série de poèmes qui s'appelle Les papiers du divorce, où donc elle divorce de son mari, et plutôt son mari divorce d'elle, enfin il divorce. Elle compare son mari à, elle l'appelle Mr. Panzer. Et Mr. Panzer, c'est donc Sylvia Plath en Daddy qui appelle son père Panzerman, et Panzer c'était le char blindé nazi allemand. Donc voilà, donc ça c'est. Donc il faudra qu'on se retrouve, je pense, oui. pour parler des derniers poèmes, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, ouais. Et pour découvrir les tout derniers, ceux qui sortiront au mois de juin. Normalement sous le titre de Lettres d'amour écrites dans un immeuble en feu, qui était le titre du dernier poème qu'Anne Sexton a écrit avant de se donner la mort une semaine après. Alors, est-ce que Dominique veut bien nous lire juste le poème Jaune, qui est très bref, pour terminer comme on a commencé avec un poème. Jaune. Quand ils rallumeront le soleil, je planterai des enfants dessous. J'allumerai mon âme avec une allumette et je la laisserai chanter. Je prendrai ma mère et je la savonnerai. Je prendrai mes os et je les polirai. Je passerai l'aspirateur sur mes cheveux abîmés.
Je rembourserai toutes les mauvaises dettes de mes voisins. Je composerai un poème intitulé « Jaune » et poserai mes lèvres dessus pour le boire. Je mangerai des cuillères de chaleur et tout le monde sera à la maison en train de jouer avec leurs ailes et la planète frissonnera avec tous ses sourires et il n'y aura de poison nulle part, pas de plaie venant du ciel et il y aura un bouillon mer pour tout le monde et nous ne mourrons jamais. Aucun d'entre nous durerons, n'est-ce pas ? Merci, merci à vous. Merci.